de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation, Monsieur le coordonnateur général du Forum civil, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour prendre part à cette importante activité que le Forum civil organise en partenariat avec notre ambassade. En effet, cette table ronde qui nous réunit cet après-midi est un sujet d'actualité, à notre avis crucial pour la continuité d'une meilleure gouvernance au Sénégal. Au cours de l'activité de cet après-midi, les experts vont mieux nous faire comprendre ce qu'est l'acte 3 de la décentralisation, une importante réforme administrative et territoriale. J'aimerais d'ailleurs remercier nos experts d'avoir pris le temps de participer à cet événement. L'acte 3 de la décentralisation fait l'objet de beaucoup de discussions et a fait beaucoup d'enjeux. Les échanges d'aujourd'hui devraient permettre d'explorer davantage la pertinence ou les manquements de cette réforme et comment les élus locaux et la société civile peuvent être au cœur de la décentralisation. Du côté canadien, nous avons accompagné le Sénégal depuis une vingtaine d'années dans la mise en œuvre de sa politique de décentralisation. Cet accompagnement s'est fait à travers la cellule d'appui aux élus locaux. Entre 2002 et 2008, il y a eu une étude sur la fiscalité locale, l'envoi de conseillers techniques et le soutien aux activités des organisations de la société civile. Les associations des élus locaux, l'Association des maires du Sénégal, l'Association nationale des conseillers ruraux, l'Association des régions du Sénégal ainsi que leur organisation fêtière, l'Union des associations des élus locaux se sont renforcées au cours des ans. Elles devront prendre une part active à la définition des orientations et des objectifs des réformes à venir. Nous avons noté d'ailleurs que depuis 2006, le Sénégal a subventionné chaque année les associations des élus locaux pour qu'ils puissent fonctionner. Nous sommes conscients avec nos partenaires au gouvernement sénégalais de l'importance d'une implication et d'une participation effective de ces associations d'élus locaux dans toutes les formes visant à améliorer le fonctionnement de la décentralisation. Sans leur implication, la politique de décentralisation ne peut produire des effets escomptés. Pour terminer, je tiens à remercier vivement notre partenaire de longue date, le Forum civil, et son responsable, fort charismatique d'ailleurs, M. Bodge, ici présent, pour avoir continué de penser à nous associer à ces initiatives sur les problématiques d'intérêt général. Votre travail, qui permet de mieux comprendre les questions pointues de l'actualité et d'en discuter ouvertement, est une source d'inspiration pour la société civile sénégalaise. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on entendra des présentations très relevées et je l'espère également des discussions fort animées. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation. Nous connaissons votre contrat. Monsieur l'ambassadeur du Canada, mesdames les ambassadeurs, vous pouvez répondre à votre invitation. Messieurs les maires, chers invités, je ne vais pas dépasser 2 mots. Ce format n'est pas le premier pour ceux qui sont encore habitués. C'est une plateforme de dialogue et d'explication sur ce que veut faire souvent l'État, notre société, vous-même. Nous l'avions utilisé sur les deniers publics, la traque des biens mal acquis. C'est une bonne lampe de communication sur ces questions. Et ces questions étaient amenées par des experts. On en entend les livres dans la presse. Accolé, c'est de l'information incomplète, manipulable, interprétable, si on peut l'expliquer comme ça. Peut-être on va avoir une première plateforme d'explication de dialogue sur la question. On a vu sur une des télévisions un exercice similaire. Je pense que ça va aider à la réforme. Je dirais 2 choses pour moi. Pour le Forum civil, nous sommes partie prenante de cette réforme. Ce n'est pas questionnable en sur cette question. Je pense que ce n'est pas le débat non plus au niveau des acteurs, ni sur l'opportunité, ni sur la pertinence. Je crois que cette question est évaluée. Sur les modalités, parce que la validation de la réforme a été faite par l'élection présidentielle. C'était dans le programme du candidat, le peuple a accepté de lui confier le Sénégal pour qu'il expérimente ce qu'il avait présenté au peuple. Donc
ne faut pas revenir sur le débat des élections. On est sur la mise en œuvre et sur les modalités. Il y a des contraintes réelles, objectives sur ces questions. Mais il y a aussi un besoin d'enrichissement du processus par les acteurs. Il faut une petite capacité d'écoute. L'écoute ne veut pas dire qu'on ne va pas discerner, tout ne sera pas pris, mais on aura dialogué sur ces questions. Mais il y a urgence autour de cette démarche, parce que les Sénégalais sont en attente, pressés de pouvoir expérimenter ce qu'on leur propose. Donc il faut éviter que cette question soit enfermée entre les spécialistes. Aujourd'hui, c'est un monde divers, varié, qui est là, des spécialistes réellement, les partenaires techniques et financiers, certains élus locaux et des parties de la société civile. Donc on voudrait en faire juste une plateforme d'explication sur le risque. C'est pourquoi on vous a invité. Merci de démarrer cela. Le forum est dans le processus, on n'a pas besoin de dire ce que nous pensons sur la question. Merci. Je me suis dit que c'était une occasion à ne pas manquer. La deuxième raison, c'est que je suis venu en retard, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Coincé par un agenda ministériel extrêmement chargé, je vous prie de m'en excuser auprès des participants de ce panel. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Excellences, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants d'associations d'élus locaux, Monsieur le coordinateur du Forum civil, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les membres, Madame les membres du Comité national de pilotage, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, honorables panélistes, Madame, Messieurs. Il me soit ce jour l'honneur de présider cette table ronde consacrée à l'ambitieuse réforme administrative et locale dénommée Acte 3 de la décentralisation organisée de concert par le Forum civil et l'ambassade du Canada. Vous me permettez avant tout de vous adresser mes sincères remerciements pour avoir initié cet espace de dialogue et de partage qui entre en droite ligne avec la volonté du chef de l'État d'adosser à cette réforme une démarche inclusive et participative dans la formulation et la mise en œuvre de l'acte 3. Ce moment privilégié est donc pour moi l'occasion de revenir sur les contours de la réforme en espérant que cet exercice permettra une meilleure compréhension de celle-ci. Mesdames, Messieurs, le Président de la République a engagé l'acte 3 de la décentralisation pour matérialiser sa vision de territorialisation de l'action publique à travers la promotion de nouvelles dynamiques locales porteuses d'émergence et de progrès social. Cette réforme majeure, qui porte la marque d'une démocratie locale réaffirmée, d'une action étatique recentrée sur ses véritables missions régaliennes, a pour objectif général d'organiser le Sénégal, je le cite, un territoire viable, compétitif et porteur de développement durable. Fin de citation. À cet égard, elle vise donc 4 objectifs principaux. Simplifier notre architecture territoriale, reviser la répartition des compétences, consolider et moderniser les mécanismes de financement, promouvoir une véritable gouvernance territoriale. C'est dans cet esprit que l'acte 3 de la décentralisation va consacrer d'abord l'érection de toutes les communautés rurales en communes pour susciter bien sûr une meilleure complémentarité entre ruraux et urbains. Ensuite, l'érection du département en collectivité locale afin de faire converger liberté locale et identité territoriale. Et enfin, le regroupement volontaire autour de nouveaux ensembles conformes aux aspirations des populations. C'est ainsi que cette réforme permettra de renforcer la cohésion sociale et la solidarité et de prendre en compte les vocations spécifiques de chaque région, tout en se fondant sur la contractualisation, la coopération, la coproduction entre acteurs territoriaux. En effet, ces 4 axes prioritaires, corrélés à une politique d'aménagement du territoire, constituera sans nul doute une grande rupture dans l'action publique. Mieux encore, la bonne gouvernance locale sera accélérée par le renforcement du contrôle citoyen dans l'action publique,
par des mécanismes opérationnels de participation citoyenne dans l'élaboration et l'exécution des projets et programmes de leur territoire. Cette réforme donnera aussi une place prépondérante au territoire dans les politiques publiques et les dispositifs d'intervention reposeront sur un socle commun, à savoir l'affirmation de la nécessité de l'autonomie et de l'initiative locale pour élaborer les voies de développement les plus adaptées pour les territoires. Deuxièmement, l'importance accordée à une démarche participative censée mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire autour d'un projet commun. Enfin, la mise en avant des ressources locales et des facteurs spécifiques du milieu comme levier économique principal du développement local. Cette territorialisation des politiques publiques permettra de remplacer la logique de l'offre par celle de la demande en faisant émerger la demande locale qui désormais définira et caractérisera les services de l'État. Mesdames, Messieurs, une telle perspective exige un consensus fort qui, j'en suis convaincu, est le seul gage de succès de cette réforme, tel que rappelé déjà par le chef de l'État lors du lancement de la bourse de solidarité familiale le 4 octobre 2013 à Taïba Ndiaye. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, je me suis attelé avec mes services à mettre en œuvre de façon urgente un programme de communication, de sensibilisation et de partage en vue d'avoir l'adhésion et l'appropriation par les populations de manière consciente et responsable de cette grande réforme. C'est vous dire donc l'intérêt particulier que je porte à votre atelier qui constitue un cadre de dialogue consensuel prospectif, facteur clé de la réussite de l'acte 3. J'invite à ce titre toutes les parties prenantes, en particulier les élus locaux, l'administration, les partenaires techniques et financiers que je remercie au passage pour leur soutien décisif, la société civile, le secteur privé, à apporter leur concours à la réforme engagée. Compte tenu de ces enjeux de démocratie participative et de bonne gouvernance locale, il nous faut utiliser tous les moyens pertinents pour informer nos concitoyens et subséquemment recueillir leurs suggestions. C'est pourquoi je voudrais vous réitérer ma disponibilité et mon engagement à construire avec vous un partenariat dynamique et fécond pour la réussite de cette importante réforme en vue d'asseoir une décentralisation cohérente, efficiente, porteuse ou vecteur d'un développement durable. Sur ce, je considère votre table ronde comme une occasion de partager avec l'ensemble des acteurs locaux concernés par la décentralisation. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Nous aurons au moins un début de réponse à bon nombre de questions. Je vais tout faire pour qu'on n'ait pas à modérer le modérateur. Parce que je suscite beaucoup de discussions, des discutants ou bien au modérateur. Mais j'espère qu'au moins qu'on aura la réponse à ces questions-là. Pourquoi acte 3? Pourquoi le concept acte 3? Et aujourd'hui, simplement. En quoi les modèles qui mise en œuvre de l'acte 3 vont permettre de lever ces contraintes majeures qui empêchent jusqu'à présent la décentralisation d'être facturée de nouveau. Est-ce que l'acte 3 va permettre de régler cette limite du fonds de dotation par rapport simplement au coût des compétences transférées? Donc, beaucoup de questions. Je ne vous ai vraiment pas répondu déjà les communications qui vont suivre. Mais comme je l'ai dit, je vais tout faire pour moi-même vous expliquer et ne pas avoir à suivre la modération des participants. Je voudrais tout de suite passer la parole à M. Pape Bondiaye, administrateur civil, conseiller du ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, ancien directeur de la décentralisation. Monsieur le ministre, chers invités, il me revient de traiter des enjeux de la participation citoyenne dans l'acte 3 de la décentralisation. Mon propos va être structuré en 3 grandes parties. Une première partie historique qui part de la participation, une deuxième partie qui montre les changements attendus de l'acte 3 et pour lesquels la participation doit être réélaborée, réinvestie, réanalysée, et une dernière partie où nous nous posons des questions par rapport à cette
participation citoyenne dans l'acte 3, dans la mise en œuvre, dans la conception, dans l'élaboration. Je partirai de 69 seulement, avec les principes d'équivalence d'Oslo, qui, pour la première fois, au sortir des grèves de 68, des grèves mondiales pratiquement, dues à une incompréhension et une non-participation à la gestion des affaires publiques, les principes d'Oslo, 69, principes d'équivalence, avaient superposé les trois cercles. Le cercle des dirigeants, le cercle des bénéficiaires et le cercle des payeurs. Ces trois cercles, disait-il, devraient effectivement participer ensemble à la mise en œuvre des politiques publiques. 2003, CGLUA, Cité gouvernement locaux unis d'Afrique, réunis à Yaoundé, travaillant sur les services publics et la production de services, a vu que, effectivement, la satisfaction des besoins des populations était le talon d'Achille de nos politiques de décentralisation, parce qu'en fait, ceux qui concevaient les politiques et les exécutaient ne savaient même pas quels étaient les besoins des populations. Ils avaient donc élaboré ce qu'ils ont appelé les principes de Yaoundé, 9 principes qui structurent un peu la participation citoyenne pour la mise en œuvre des politiques publiques. Si nous revenons au Sénégal avec le diagnostic, nous partons du Code de la législation communale, qui avait eu le mérite de structurer la participation en conseil d'arrondissement, conseil départemental et conseil régional, où passaient l'ensemble des budgets et où étaient représentées toutes les composantes de la société. Les ONG, les élus, les agents de l'État, les populations, bref, tous les porteurs d'enjeux étaient représentés dans ces types de cas de concertation, d'arrondissement départemental et régional. En 1996, il y a eu un recul on a sauté cette étape de formulation des cadres de concertation, mais on a maintenu dans les lois de 1996 la participation comme étant véritablement un élément essentiel de la mise en œuvre des politiques de décentralisation, en organisant la place des populations dans les centres ou dans les hôtels ou les hôtels de côte locale où se tenaient les conseils des côtes locales. Donc, elles avaient le droit de participer au conseil, sans intervenir évidemment, mais de participer en regardant, qui est déjà une bonne chose, une bonne avancée. Il y a eu aussi que le Code de 1996 a pu structurer la participation en termes de contribution, en disant que, effectivement, les citoyens pouvaient envoyer des contributions aux maires, aux exécutifs locaux et aux conseils pour participer un peu à la gestion de la cité. Il y a eu aussi des dispositifs de participation, contrôle, évaluation, qui permettaient aux citoyens de demander à leurs frais communication des comptes pour pouvoir les analyser et pouvoir agir sur les comptes. Il y a, après cela, l'avènement des cadres de concertation, avec, à partir de 1999-2000, les partenaires techniques et financiers qui appuyaient les codes locales dans la confection des plans locaux de développement, ont chacun mis en place un cadre de concertation. On se retrouvait dans une communauté rurale avec plusieurs cadres de concertation qui s'occupaient de tel ou tel partenaire technique et financier et où étaient membres les mêmes acteurs, les mêmes partis, la multiplicité de ces cadres-là de concertation, collés à des techniques de planification locale, collés à une vision des partenaires techniques et financiers, n'a pas beaucoup prospéré, fait prospérer le développement local, parce que la multiplicité des centres était telle que tout le monde faisait la même chose et c'était la cacophonie. Il y a aussi l'approche communautaire amenée avec l'avènement sur le monde rural, dans le monde rural et surtout dans le monde, même je dirais des côtes locales, par les ONG, par les porteurs d'enjeux, qui avaient une approche communautaire qui faisait participer tous les acteurs, mais qui avaient la malchance de marginaliser la côte locale. Parce que la côte locale est la porte d'entrée du développement local. Et ces approches communautaires ne mettaient pas la côte locale au centre du dispositif, mais à la périphérie, comme n'importe quel autre acteur de l'approche communautaire. Alors, maintenant, nous allons à l'acte 3. Pourquoi nous devons donc réfléchir aux enjeux de la participation pour l'acte 3?
D'abord, si une telle question est posée, c'est parce que c'est au fait des changements qui doivent intervenir. Ces changements, on a la communalisation intégrale, on a la départementalisation, la territorialisation des politiques publiques. Autant de changements qui impactent sur la participation des citoyens, parce qu'à chaque niveau, que ce soit au niveau des changements institutionnels, que ce soit au niveau des changements de gouvernance, la participation doit être élaborée. D'abord, la participation citoyenne au niveau du pilotage même de l'acte 3. C'est une participation au niveau du pilotage politique de l'acte 3 qui nécessite, et le ministre l'a dit tantôt dans son discours, qu'il y ait un partage réel et de la vision et des orientations et des décisions sur le terrain pour avoir une appropriation et une pacification de l'espace local où on pourra semer et récolter des fruits de cette réforme-là, qui est importante. La confusion qu'il y a eu au niveau de certains axes de cette réforme montre à suffisance que sans la participation, il y a des problèmes de discussion inutile, de retour en arrière, de perte de temps qui aurait pu être gagné si on avait perdu ce temps-là à échanger, à discuter sur la vision, à discuter sur les orientations, à comprendre qu'on réforme pour les populations et que les populations ont leur mot à dire. Donc, premier niveau de participation pour l'acte 3, le niveau pilotage politique de l'acte 3. Deuxième niveau de pilotage, c'est le pilotage territorial. Au niveau du pilotage territorial, il faudrait qu'on se dise que le changement que va apporter dans la deuxième phase l'acte 3 de la décentralisation, notamment la territorialisation des politiques publiques, suppose un changement de mécanisme, un changement d'outils de planification, un changement d'approche et des modalités de programmation des investissements. De telle sorte que cela va avec toute une cohorte de schémas qu'on doit construire pour outiller les populations et organiser la participation. C'est ainsi que, au niveau du pilotage territorial, le premier acteur, qui est l'acteur administratif, qui est l'acteur administratif représentant de l'État, l'acteur service déconcentré, nous avons perçu dans le diagnostic des deux premières phases une dispersion, un cloisonnement des services déconcentrés, un déficit de collaboration des services locaux et des services déconcentrés. On n'a pas senti cette interministérialité nécessaire à l'action locale pour sa mise en œuvre correcte. On n'a pas senti la prise en charge des spécificités territoriales dans les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Autant de choses qui font qu'il est nécessaire, à ce niveau-là, d'avoir un cadre de concertation intersectorielle qui travaillerait à porter la parole des acteurs, la parole des porteurs d'enjeux, la parole des populations. Et à ce niveau donc, non seulement il faut bâtir l'interministérialité des services, non seulement il faut changer la programmation des investissements en impliquant dans des cadres de concertation le partage de concertation et de partage et de coordination les acteurs, les porteurs d'enjeux, mais il faut créer un cadre de concertation, cette fois-ci, qui est intersectoriel. J'insiste beaucoup sur le mot intersectoriel parce que nous avons des cadres de concertation actuellement. Mais pourquoi intersectoriel? Parce que nous voulons territorialiser les politiques. Et nous ne pouvons pas faire l'économie d'une planification intersectorielle si nous voulons territorialiser les politiques. Nous ne pouvons plus continuer à mettre en œuvre les politiques sectorielles à la base quand le ministre de la Santé, quand la politique de santé est mise en œuvre, on fait une case de santé. On ne s'occupe pas s'il y a une route qui mène vers la case de santé. On ne s'occupe pas, quand on construit une école, de la zone de transhumance ou de la zone de l'indisponibilité de la route ou de l'eau ou de l'électricité par rapport à l'école. Donc, le service, il est complet, il est global. L'approche doit être intersectorielle et cela permettrait aux populations de pouvoir participer de manière effective à la réflexion pour la programmation des activités. Maintenant, pourquoi
il faut améliorer cette participation. Qu'est-ce qui a fait que cette participation qu'on avait eue dans les 2 premières phases ne peut pas continuer à porter ces changements de la 2e phase? Parce que simplement ces participations-là étaient statiques. C'est une participation, certes, formalisée, mais qui avait beaucoup de préalables non satisfaits. Le préalable de la participation dans les 2 premières phases, c'était qu'il fallait faire la publicité des actes pour faire réagir les populations. Il fallait afficher la convocation pour que la population sache qu'il y a réunion. Il fallait aller vers des débats d'orientation budgétaire pour que les gens puissent venir. Étant entendu d'ailleurs que même ces débats d'orientation budgétaire, la loi n'a pas défini leur concours et n'a pas défini le type de participation qu'on peut y avoir. Donc autant de choses qui font qu'on ne peut pas y aller sans modifier la participation. Le premier niveau de modification, c'est la participation aux orientations budgétaires. Pourquoi cette participation citoyenne aux orientations budgétaires qu'il nous faut formaliser, qu'il nous faut réglementer de manière systématique, non pas en le lançant en disant c'est obligatoire, il faut le faire, mais il faut qu'on dise comment on va le faire, qui y participe, comment on fait les rapports, comment on les exploite, comment on les contrôle, quels sont les indicateurs de suivi. Cela est une nécessité dans le changement d'approche au niveau de cette participation au niveau budgétaire. Ce n'est plus des populations qui se mettent derrière, qui regardent voter le budget, mais c'est des populations qui participent à l'identification des besoins, qui participent aux priorisations, qui participent à l'évaluation des charges et qui participent aussi à l'effort de production de ressources, de recherche de ressources financières en payant leurs cotisations et en payant leurs taxes, parce que sachant où leurs fonds vont être utilisés. Donc, participation réglementée au niveau de la budgétisation. Participation réglementée au niveau du contrôle, le contrôle citoyen. Avec l'avènement de l'acte 3, avec les structures infracommunales, il est nécessaire de booster, d'améliorer, de formaliser le contrôle citoyen. De formaliser ce contrôle qui peut permettre de donner de meilleurs services de qualité, qui peut permettre de suivre et qui peut permettre une participation même d'une meilleure démocratie, la mise en œuvre d'une meilleure démocratie, par une rencontre de cette démocratie représentative avec la démocratie participative représentée par ces certificateurs. Donc revoir la certification, ne plus en faire juste un mécanisme utilisé par des ONG, mais le formaliser et en faire une réglementation, doter d'une réglementation qui organise sa mise en œuvre, qui organise son contenu et sa mise en œuvre, et qui met des sanctions à la clé, positives, des incréments de différenciation qui peuvent porter à privilégier tel code local par rapport à tel autre, comme du reste l'a fait M. le Président de la République récemment avec le fonds de dotation, avec le fonds d'équipement des codes locaux, en prenant en charge les résultats de la certification citoyenne qui avait été effectuée dans un certain nombre de codes locaux. Donc, réglementer le contrôle citoyen, le prendre dans le droit positif sénégalais et en faire une réglementation. Deuxième niveau d'amélioration de cette concertation, de ces cadres de concertation pour la participation citoyenne, c'est au niveau des structures infracommunales, organiser la levée de l'information. Organiser comment, dans les conseils de quartier, comment dans les discussions, les débats, dans les réunions de quartier, peuvent être utilisés par le conseil municipal. Le réglementer, l'organiser, faire en sorte qu'on n'ait pas la conscience tranquille en disant oui, il y a des comités de quartier, ils ont travaillé. Et que les comités de quartier disent nous avons décidé de ça, il faut le faire. Je pense qu'il faut le réglementer. C'est un niveau de participation extrêmement important. C'est un niveau de participation proche des populations qui est vraiment le meilleur niveau de subsidiarité dans le portage des dossiers, dans le portage de la vente. Je dirais aussi que ces niveaux-là, si nous en avons la volonté politique et la force, peuvent être aussi des niveaux de questionnement sur des questions majeures, des questionnements des populations par la code locale. Je donne un exemple, une code locale qui veut faire une infrastructure pourrait utiliser aussi ces niveaux de concertation-là pour un questionnement
pour une espèce de référendum local, circonscrit au niveau du quartier, pour demander si, véritablement, il est possible que les gens puissent accepter de cette infrastructure-là. Je termine par la dernière proposition, c'est sur la budgétisation, la territorialisation du budget. Une concertation sur les charges des équipements, sur le suivi du financement du développement. Ceci nécessite, et certaines ONG travaillent déjà sur ces questions-là, mais ça nécessite un partage d'indicateurs, un partage d'outils, un partage de mécanismes de financement tels que stipulés par la loi ou par les textes réglementaires, qui puissent faire en sorte que la population puisse dire oui, nous devons faire une école, mais nous avions décidé de faire cette école à telle date. Et qu'il est temps, à telle date, de lancer l'appel à concurrence. Si on arrive à avoir des populations qui réagissent par rapport à un projet d'investissement, en disant, on devait le faire, n'oubliez pas, monsieur le maire, en le rappelant 2 jours, 3 jours avant, que c'est demain, si nous respectons la programmation des investissements, c'est demain que vous devez lancer l'appel à concurrence. Cela est possible, cela a existé quelque part, même ici au Sénégal, et cela a été le fait d'une femme qui n'a même pas été à l'école, mais qui a pu traduire la programmation en langue nationale sérère et qui a pu alerter le président de la communauté de Fissel Madame pour lui dire c'est demain ou après-demain que vous devez lancer l'appel à concurrence parce que nous avons programmé les investissements à telle date et que nous avons tel délai pour y aller, il nous faut le faire. Je pense qu'il faut maintenant que la concertation ne soit plus une galerie où on discute et que chacun parte. Il faut que de plus en plus, si nous voulons réussir la production de services qui nous fait défaut, si nous voulons réussir la programmation, la création d'emplois, si nous voulons réussir un meilleur financement de nos développements, il faut nécessairement que les cadres de concertation ne soient pas juste des centres où chacun dit ce qu'il pense et qu'on se sépare parce que chacun aura dit son mot. Il faudrait que la loi, que le règlement organise les débats, organise les rapports, organise l'exploitation des rapports, organise la sanction liée au manquement de ces décisions-là. Monsieur le modérateur, il me reste qu'à remercier le Forum civil qui m'a fait l'honneur de me demander de traiter de cette thématique, sachant qu'avec lui et qu'avec eux, nous partageons les processus de certification citoyenne et que ce sont des processus qui, formalisés, légalisés, réglementés, documentés, pourraient nous valoir beaucoup de satisfaction dans la prise en charge du développement par la décentralisation. Nous avons été les premiers, et je le disais ce matin à la RTS en interview, je disais que nous étions les premiers pratiquement à mettre des textes de décentralisation. Les gens venaient les prendre. Mais nous sommes aujourd'hui les derniers à produire le service par la décentralisation, à faire en sorte que nos processus de décentralisation arrivent à porter le développement local, à produire le service. Je défends des convictions qui coïncident avec celles de l'acte 3. Parce que, au lieu de dire que c'est une très belle réforme, je dirais que les idées et les réflexions de l'acte 3 coïncident avec les réflexions que j'ai menées il y a déjà plusieurs années, et raison pour laquelle, quand les services du ministère, je devrais aussi rendre hommage à Monsieur le ministre, ici présent, quand ils m'ont contacté pour participer à la réflexion, grande fut ma joie, parce qu'effectivement, je crois que la pertinence des idées contenues dans la réforme et qui participent à mieux responsabiliser les territoires, qui participent à leur donner plus de moyens et plus de visibilité, et qui par conséquent participent à atteindre les objectifs de l'aménagement du territoire. Donc, vous comprendrez que ma porte d'entrée
sera la porte aménagement du territoire. Parce que la réforme que nous sommes en train de faire, c'est une réforme qui s'inscrit de manière indubitable dans le cadre de l'aménagement du territoire. Alors, voilà. L'équilibre étant très fragile, bien sûr. Et c'est une constante recherche. Garantir le développement équilibré des territoires dans ses dimensions économiques, sociales, environnementales. Et l'État a toujours été l'acteur central qui produit et qui met en œuvre les politiques en matière d'aménagement de territoire. Alors, c'est dans les années 70-80, face aux échecs répétés des politiques des États, que le développement local et le développement territorial ont fortement émergé, avec comme principal élément de changement la place des acteurs dans le processus de prise de décision. Ce qui semble différencier l'aménagement du territoire au développement local et territorial, c'est moins les objectifs, parce que l'aménagement et le développement territorial poursuivent les mêmes objectifs, qui est de garantir le développement des territoires. Par contre, c'est la méthode d'approche qui a changé. Autant c'est l'État qui a toujours été le principal producteur des politiques en aménagement territoire, autant en matière de développement territorial, la production ne doit pas être uniquement l'État, mais la production doit aussi relever des territoires. Presque, on est vers la territorialisation. Alors, l'acte 3 de la décentralisation, pourquoi c'est intéressant? Mais l'acte 3 de la décentralisation ne fait que dire renforçons les territoires, donnons aux territoires plus de responsabilités, plus de moyens pour atteindre les objectifs de l'aménagement du territoire. En réalité, l'acte 3, par sa démarche, participe à l'atteinte des objectifs de l'aménagement du territoire. Alors, je crois qu'en matière de gouvernance territoriale, autant au niveau des États qu'au niveau de la sous-région, un certain nombre de réflexions est en cours. Rappelez-vous qu'au mois de décembre, ici à Dakar, Africity a organisé un grand forum avec comme thématique principale construire l'Afrique à partir de ses territoires. L'UMOA, depuis 2011, a mis en place le Conseil des collectivités territoriales. Parce que l'UMOA est consciente que cette politique top-down visant à créer une relation entre la sous-région et l'État doit être dépassée et que les territoires doivent jouer un rôle très important. Et enfin, sur le plan contextuel, l'Union africaine est en train aussi d'aller vers la mise en place du Haut Conseil des collectivités locales. Tout cela pour dire quel est l'intérêt aujourd'hui de promouvoir les territoires et quel est l'intérêt de leur donner des moyens et des responsabilités pour aller vers une meilleure fourniture des services, pour aller vers une meilleure prise en compte des problématiques de développement au niveau local. Alors, ça, c'était pour justifier quel est l'intérêt de l'acte 3. Je dis bien que je ne défends pas pour le plaisir de défendre, mais je défends parce que j'ai les mêmes convictions que les réflexions qui sont développées dans le cadre de cette réforme.
Alors, la cohérence territoriale, c'est quoi? On parle de cohérence parce que certainement il y a des incohérences. On parle de cohérence parce qu'il y a un manque de viabilité territoriale. Alors, si nous prenons le cas du Sénégal, le manque de viabilité, résulte des principaux types de découpage qui ont eu cours au Sénégal depuis les années après l'indépendance. On a des logiques de découpage différenciées. Autant l'État a besoin d'un maillage territorial pour gérer le territoire, autant tous les secteurs, souvent, ont des logiques de découpage qui sont différentes les unes des autres. Que ce soit en matière de santé, que ce soit la carte scolaire, que ce soit le découpage pour des logiques d'aménagement du territoire, on a des découpages et des logiques qui se superposent. En plus, on a des logiques de découpage politique. Alors, depuis 2000 jusqu'à 2012, le nombre de découpages, si on fait le décompte, est certainement plus important que tous les découpages depuis, n'est-ce pas, Senghor jusqu'à Abdou Diouf. Alors, ce sont des logiques qui ne participent pas à créer une cohérence au niveau des territoires. Le résultat, c'est que nous avons ce type de territoire. Nous avons des territoires millefeuilles avec des caractéristiques qui ne permettent pas de porter le développement. Sur la carte, vous avez des territoires avec des formes à la fois bizarres, allongées, compactes, etc. Et vous savez comme moi qu'en matière d'aménagement territoire, le territoire se définit par rapport à sa taille et par rapport à sa forme. Alors la question de taille est importante, parce que c'est ça qui va justifier après la communalisation, c'est ça qui va justifier l'intérêt d'avoir des territoires viables. Mais malheureusement ici, nous avons des territoires qui ont des tailles tellement petites, une masse de population qui ne permet pas de soutenir des équipements. La forme des territoires est aussi un principe important. La forme a un impact sur l'accès aux services sociaux de base. Le territoire, plus il est compact, plus il permet un accès facile aux services sociaux de base. Et plus le territoire est allongé, avec un chef-lieu placé n'importe où, automatiquement vous avez une bonne partie de la population qui ne participe pas à la vie du territoire. Donc c'est ça qui justifie les incohérences, raison pour laquelle il faut réfléchir sur la viabilité des territoires. Alors, regardons un peu ce tableau. Vous avez des territoires. Prenons les régions. La région de Tambacounda, qui fait 77 fois la région de Dakar, 8 fois la région de Diourbel, 7 fois la région de Kaolack. Vous avez le département de Goudiri, qui fait, je ne sais pas combien de fois la région de Dakar. Vous avez la communauté rurale de Oudalaï, qui aussi, souvent vous avez des communautés rurales qui sont plus importantes que la taille des départements ou bien la taille des régions. Je ne dis pas que c'est ça l'incohérence, parce que certainement, dans la partie ouest du Sénégal, avec les spécificités territoriales, les caractéristiques, vous avez de grands espaces en rapport aussi avec les types d'activités. Mais bref, nous avons des territoires qui ne favorisent pas le développement, qui n'ont pas une viabilité et qui ne permettent pas justement de, comment dirais-je, justifier certains types d'équipements. L'incohérence, c'est aussi sur le plan économique.
il y a souvent une forte corrélation entre la petitesse ou bien entre les tailles minuscules et le niveau de développement. Depuis très longtemps, on sait qu'il y a une corrélation entre la densité et la taille des territoires. Alors, si vous regardez la carte du Sénégal, vous vous rendrez compte que toute la partie occidentale est une partie avec des mailles territoriales très petites, en référence avec le système colonial certainement, mais qui est dépassé. Toutes les politiques publiques aussi n'ont fait que renforcer ces disparités. Vous avez la partie orientale qui a des territoires plus vastes avec un niveau de développement moins important. Et ici, il faut faire attention à ces marginalisations et à ces logiques qui permettent de marginaliser certains territoires. Je crois que ce sont ces logiques qui alimentent des crises territoriales. Ce qui se passe au Mali, en grande partie, relève de crises territoriales. Au Mali, vous avez des niches de développement autour de Bamako, autour de Sikasso, autour de Kati, de Koulikoro. Plus vous allez vers le nord, Nara, Mopti, vous avez un développement qui s'amoindrit. Vous prenez n'importe quel pays dans la zone UMOA, au Bénin, vous avez les petits départements du littoral, OMé et, du Mono, qui totalisent 5,4% du territoire et qui concentrent près de 40% de la population. Et plus vous allez vers le nord, vous avez des départements qui sont très riches, Alibori, Atakora, mais qui ont un niveau de pauvreté extrême. Prenez le cas au Togo, de Lomé vers le nord, vous avez une progression de la pauvreté, de Lomé vers Kara, vers Dapan, etc. Vous avez la même situation au Sénégal, et exactement ici, vous avez des niches de concentration dans la partie occidentale, et dans la partie orientale, vous avez une, pauvreté qui s'installe, qui alimente des crises territoriales, et lesquelles crises territoriales peuvent justement alimenter les crises politiques que vous connaissez au Mali, et qui, en fait, n'échappent à aucun pays de la sous-région. Donc, en termes d'inégalité et en termes d'incohérence, l'incohérence, ce n'est pas seulement que par rapport à la taille et par rapport à la forme, l'incohérence, c'est par rapport aussi aux inégalités en matière de développement. Et c'est ça qui menace à la fois la cohésion territoriale et la cohésion sociale. Alors, si l'acte 3 de la décentralisation, à travers les territoires, permet de diminuer ces disparités, je crois que là, en matière d'aménagement territoire, ça peut être effectivement une très bonne chose. Alors, une fois que ces incohérences sont analysées, mais vers quoi il faut aller? Je crois en fait que la pertinence de l'acte 3, c'est aussi par rapport à la simplification de l'architecture. La simplification de l'architecture, il faut une clarification, il faut éviter ce genre de millefeuille qui complique la gestion des territoires. Il faut aller vers des entités territoriales viables. La communalisation intégrale, nous avons à la base les communes, les départements, les régions et l'État. Si nous faisons la comparaison avec les autres pays, le Sénégal est le seul pays qui a la communauté rurale. Mais ce n'est pas une justification. En Côte d'Ivoire, à la base, il y a la commune. Au Burkina Faso, à la base, il y a la commune urbaine et la commune rurale. Au Mali, la commune urbaine, la commune rurale. Au Bénin, à la base, il y a la commune. Il n'y a qu'au Sénégal que nous avons la communauté rurale. L'UMOA, depuis très longtemps, essaye de pousser vers l'harmonisation. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas une justification, même si c'est pour permettre d'inscrire tous les pays dans des normes afin
de pouvoir justifier une comparabilité, mais on peut ne pas utiliser cet argument comme justificatif. 3 minutes. Alors, la commune, pour moi, elle est importante parce que la commune permet d'avoir une meilleure viabilité des territoires. En Côte d'Ivoire, la commune est organisée autour d'une grande ville sur un rayon de 8 km. Tous les villages qui sont sur ce territoire partagent avec la grande agglomération la commune, avec comme intérêt d'avoir un territoire viable, avec une masse démographique critique, permettant d'accueillir des investissements lourds et surtout permettant d'anticiper sur un certain nombre de conflits, notamment sur la problématique du milieu urbain et du milieu rural. Avec la possibilité, à chaque fois qu'il y a un problème et des conflits, d'asseoir un dialogue territorial entre les villages et l'agglomération. Et de permettre aussi de tirer les villages vers le haut en renforçant la capacité productive des villages, parce que sur chaque territoire, il y a une agglomération forte qui permet justement d'avoir cette masse critique. Donc les avantages, on les connaît. Sur le plan, par rapport au département, je crois que l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est d'avoir un niveau intermédiaire qui constitue en même temps un référentiel historique. Ici, je me suis amusé à superposer les limites des territoires depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Et le seul territoire qui est constant, c'est le territoire du département. Avec comme intérêt que cela constitue un vivier local ayant une dimension sociale et sociétale pouvant permettre de réactiver le développement local. Et surtout un niveau qui, à mon avis, peut se positionner comme un niveau d'intercommunalité. Et enfin, la région c'est un niveau de mise en cohérence, c'est un niveau de mise en synergie. Je crois en fait que ce qui est le plus important au niveau de la réforme de l'acte 3, c'est quoi? C'est à chaque niveau, je crois qu'il faut des missions très claires. La région doit avoir une mission de mise en cohérence. La région doit porter toutes les conventions entre l'État, la région et les autres partenaires. L'instrument de la territorialisation, c'est la contractualisation. Et à ce niveau, la région peut jouer un rôle de mise en cohérence. Maintenant, la région ne doit pas exécuter. Ce sont les départements et les communes qui doivent exécuter les projets. À moins que ce soit des projets de grande envergure impliquant l'ensemble du territoire. Mais si les missions sont très claires, si au niveau régional, on dit que vous avez la maîtrise d'ouvrage territorial et que toutes les conventions avec l'État et les partenaires, c'est à vous de signer les conventions. Mais au niveau de l'exécution, ce sont les départements et ce sont les communes qui doivent exécuter les projets. Je crois que la clarification de la gouvernance permet justement d'avoir une meilleure territorialisation des politiques publiques. La territorialisation, ce n'est rien d'autre que de changer et de coproduire des politiques. Au lieu que ce soit seulement l'État qui produit les politiques publiques, mais que le territoire doit aussi être capable, avec des compétences, de produire des politiques publiques locales, articulées avec tous les niveaux et surtout en cohérence avec les politiques de l'État. En fin de compte, la territorialisation, c'est la conclusion, c'est-à-dire en fait de renforcer le pouvoir des territoires, leur donner plus de moyens afin que ces territoires puissent participer à l'atteinte des objectifs de l'aménagement du territoire. Je conclue, Monsieur le Président. Merci. Chers invités, je voudrais remercier le Forum civil et également le gouvernement du Canada et l'ambassade du Canada
qui me donne l'opportunité d'exposer ou de livrer mes réflexions sur l'acte 3 de la politique de décentralisation en tant qu'expert consultant en décentralisation. Alors, on m'a demandé de parler de la refondation des institutions. Le 19 mars 2013, lors de son discours de lancement de l'acte 3 de la politique de décentralisation, le chef de l'État avait affirmé de manière péremptoire sa vision de ce que devait être la nouvelle réforme de notre politique de décentralisation. Il s'agissait d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement. Cette réforme a été déclinée en plusieurs axes qui concernent aujourd'hui la territorialisation, la départementalisation et la communalisation. Un peu plus tard, la détermination du chef de l'État a à nouveau été affichée lors du discours de Taïba Ndiaye, à l'occasion duquel il a affirmé vouloir aller jusqu'au bout de cette réforme des collectivités locales. Pour lui, dans sa vision, le modèle de développement choisi jusqu'à présent ne parvient pas à venir à bout des injustices sociales. Il faut le changer. Il nous faut le repenser. De la même chose avec le développement, il faut changer la décentralisation dans notre pays. Il faut repenser la décentralisation dans notre pays. Changer et repenser notre décentralisation, c'est reconstruire nos collectivités locales sur de nouvelles bases. C'est cela, et seulement cela, la refondation des institutions locales. Pourquoi une refondation des institutions locales? Elle vise deux objectifs. Elle tend à construire des politiques de décentralisation inclusives, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, consensuelles, capables de porter les objectifs de changement des sociétés africaines. Elle vise également, la politique de décentralisation, à améliorer l'ingénierie institutionnelle et le pilotage des processus de décentralisation, notamment par un renforcement des ressources stratégiques et des capacités d'action des collectivités locales. Alors, en quoi consiste cette refondation de nos collectivités locales à la lumière de l'acte 3 de la politique de décentralisation? Cette refondation revêt trois aspects. Il y a d'abord une refondation constitutionnelle, il y a ensuite une refondation fonctionnelle et il y a enfin une refondation financière. Passons prenons ces trois aspects tour à tour. Une refondation constitutionnelle de nos collectivités locales. La refondation constitutionnelle de nos collectivités locales est consubstantiellement liée à ce que j'appelle la mise en place d'une décentralisation poussée ou approfondie au regard de l'acte 3 de la réforme. En effet, dans certains pays comme la France et le Maroc, la dimension constitutionnelle reste déterminante et guide l'action des collectivités locales. En France, on parle de l'organisation décentralisée de la République. On a mis en place au Maroc la régionalisation poussée. Aussi au Sénégal, je pense, je crois, je persiste à croire que l'acte 3 de la réforme doit nécessairement coïncider avec ce qu'on peut appeler la décentralisation poussée ou la décentralisation approfondie. Dans ce contexte, les enjeux de l'acte 3 ne doivent pas seulement se limiter à la communalisation intégrale, à la refondation territoriale. Il faudrait également que la réflexion soit approfondie par rapport à l'évaluation des actes politico-juridiques de la réforme de 1996, à partir de la formulation des compétences, à partir de l'émancipation du pouvoir local, pour tenir compte de la construction de la paix en Casamance par le processus de la décentralisation. C'est possible. Dans cet ordre d'idées, la constitutionnalisation
de la décentralisation poussée au Sénégal doit obéir à 5 principes fondateurs. Premier principe, c'est la consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique et la nécessité de lier l'exercice de l'autorité et toute responsabilité ou mandat public aux impératifs de contrôle et de reddition des comptes dans nos collectivités locales. Principe cher au Forum civil, qui parle de redevabilité parlementaire et de la reddition des comptes. Deuxième principe, la clarification de la répartition des compétences entre échelons locaux. Deuxième principe qu'on doit trouver dans la Constitution. Il faut mettre dans la Constitution le principe de subsidiarité si vous voulez avoir une politique de décentralisation véritable. Troisième, toujours dans le cadre de cette clarification des compétences, nous avons le principe de libre disposition des ressources dans le cadre de la loi. Il faut aller vers une consécration constitutionnelle des contributions particulières instaurées au sein de la dotation de décentralisation. Nous avons des collectivités locales pauvres. Il faut également aller vers l'équivalence entre les ressources et les compétences. Il faut, troisième principe fondateur, qui est capital, conférer au président des conseils municipaux, départementaux et communaux le pouvoir d'exécution des délibérations des 10 conseils en lieu et place des représentants de l'État, gouverneurs, préfets et sous-préfets. Il faut supprimer l'article 36 du Code des collectivités locales. Je dis aux étudiants qu'il faut jeter cet article à la mer. Parce que, pourquoi? Il y a une tutelle qui étouffe l'initiative locale. On voit l'État dans notre pays, on voit les représentants de l'État, on voit les gouverneurs, les préfets, mais on voit moins les élus locaux. Ils ne prennent aucune initiative. Donc, dans la plupart des pays africains qui ont opéré une réforme de leur système administratif local, cette résistance trouve certainement sa source dans une culture centralisatrice, encore présente dans les lieux de décision importants. Les représentants de l'État ne souhaitent pas partager leur pouvoir parce qu'ils sont convaincus de mieux servir l'intérêt général. Parce que les élus sont toujours tentés, pensent-ils, par le clientélisme et le marchandage politique. Quatrième principe fondateur de la politique de décentralisation, de l'acte 3 de la politique de décentralisation, c'est conférer aux collectivités locales existantes, régions, communes, départements, la place qui leur échoit dans la Constitution. On n'a pas constitutionnalisé les collectivités locales. Il faut qu'on constitutionnalise les collectivités locales. Il faut que les collectivités locales aient un statut constitutionnel. Il y avait l'article 90 de la loi de 1963 qui conférait un statut constitutionnel à nos collectivités locales. Cela a étrangement disparu avec la constitution de Abdoulaye Wade de 2001. Cinquième principe, la nécessaire précision du contenu du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Dans l'acte 3 de la décentralisation, la Constitution doit viser à garantir l'autonomie financière des collectivités territoriales. Nous voulons une réforme profonde. Nous voulons une réforme radicale. Nous voulons une réforme qui puisse développer et faire des collectivités viables, porteurs de projets. C'est la vision du président de la République. Il faut donc aller vers certaines dispositions. On a parlé de la communalisation intégrale. Mais il manque quelque chose dans la communalisation intégrale dont on parle aujourd'hui. Ceux qui sont en train de rédiger et de travailler, ce comité qui est en train de travailler sur la communalisation intégrale, je vais les sauver. Il reste à ce comité une révolution tranquille de la décentralisation. Il vous manque la généralisation de l'intercommunalité à fiscalité propre. Il vous manque l'élection de ses représentants au suffrage universel. Il vous manque l'amplification des péréquations horizontales et verticales au niveau de nos collectivités locales. Ceci
doit venir au secours de la communalisation intégrale ou universelle annoncée. Alors, sixième principe, je vais terminer là sur la dimension constitutionnelle. La Constitution doit tenir compte de l'émancipation du pouvoir local, du département, érigé en collectivité locale pour construire la paix en Casamance par la décentralisation. C'est possible. Je veux dire par là que je n'ai pas besoin qu'on érige le département en collectivité territoriale. C'est une réforme mineure. Ce n'est pas une réforme majeure qui va apporter la paix en Casamance et dans les départements de Sédhiou-Kolda. Il faut aller vers une départementalisation politique et mettre cela dans la Constitution. Voilà donc un certain nombre de principes très rapidement sur la refondation constitutionnelle de nos collectivités locales. Deuxième aspect, très rapidement, comme il me reste 5 minutes, une refondation fonctionnelle de nos collectivités locales. Il faut une meilleure organisation ici des compétences au profit des citoyens. Il faut une décentralisation qui promeut et impulse le développement économique et social des territoires. Il faut l'émergence de ressources humaines de qualité. C'est pourquoi j'ai écrit le premier, la fonction publique et l'acte 3 de la politique de décentralisation. Ça se vend derrière. Le président de la République, je vais l'offrir au ministre, je ne vais pas le lui vendre. Je vais l'offrir au ministre, je ne vais pas le lui vendre, mais les autres vont l'acheter. Le président de la République et son ministre de la fonction publique parlent de 5000 fonctionnaires, du recrutement de 5000 fonctionnaires dans la fonction publique de l'État. C'est bon, mais il y a mieux. On peut aller vers au moins 10 000, 20 000 ou 30 000 fonctionnaires au niveau des collectivités locales. C'est écrit dans le livre. Et je dis comment. Il faut que l'acte 3 exploite la fonction publique locale. Il n'y a pas de décentralisation sans moyens humains. Ensuite, il faut que l'acte 3 nous parle du statut de l'élu local. On n'a pas parlé dans l'acte 3 du statut de l'élu local. Ensuite, très rapidement, troisième élément, comme il me reste 5 minutes seulement, la fondation, troisième aspect quand même, une fondation constitutionnelle, une fondation fonctionnelle, une fondation financière. Elle est la plus importante de toutes, la fondation financière. Elle est la plus importante de toutes dans le cadre de la politique de décentralisation. Je crois que le ministre a parlé tout à l'heure de financement. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut refondre les finances. Parce que le manque de moyens financiers constitue l'une des équations les plus redoutables qui empêchent les collectivités locales d'accomplir leur mission. Les axes de cette refondation financière sont les suivants. On n'a pas le temps. Moderniser la fiscalité locale, ce qui rappelle un peu le problème de la référence de la fiscalité équitable du Forum civil, s'orienter vers une spécialisation de l'impôt, on pourrait développer, poursuivre la globalisation des dotations, c'est fondamental ça. Il faut aller vers 20 ou 15% de la taxe de la valeur ajoutée pour les fonds de dotation de la décentralisation. Il faut aller vers un fonds d'impulsion pour l'investissement de nos collectivités locales. Imaginez-vous bien, si on prend 20% du budget de l'État qui est de 2000 milliards, on a 400 milliards. C'est possible. Il ne faut pas utiliser 1% du budget, il faut utiliser comme les autres pays, 20% du budget. Il faut que l'État aide les collectivités locales. Il faut que dans le budget de l'État, qu'on prélève 20% du budget pour impulser le développement local. Ça vous fera 400 milliards. Parce qu'on a un budget de 2500 milliards. 400 milliards au niveau des collectivités locales, elles vont commencer à respirer. Les collectivités locales ne respirent pas, faute de ressources. Il faut renforcer les capacités d'emprunt et d'investissement. Je vais conclure. Les assises nationales de la décentralisation, je vais conclure, avaient fait un diagnostic éloquent de notre politique de décentralisation. Tout a été dit
diagnostiqué dans le cadre des Assises nationales de la politique de décentralisation de 2007. Ce n'est pas la peine d'inventer et de revenir, d'inventer la roue. Tout a été dit. Il faut aller vers le renouveau. Il faut aller vers les réformes. Il faut aller vers la refondation. Il y a l'échec de la région comme collectivité locale décentralisée. Il y a une fragilité des communes et des communes d'arrondissement. Pour taquiner le maire Barthélémy Diaz, les communes et les communautés rurales sont fragiles. Il y a une lenteur du processus des compétences. L'exercice de la tutelle est trop pesante. Les difficultés pour les services techniques déconcentrés qui jouent un rôle, qui ne jouent pas tout à fait ce rôle d'appui conseil. Il y a une faiblesse des financements et la faible participation citoyenne dans la décentralisation. En définitive, vous avez entendu parler de Lamine Gueye, la loi Lamine Gueye. Vous avez entendu parler de la loi, des deux lois cadres Gaston Defferre. La loi cadre Gaston Defferre et la loi Gaston Defferre de 1982. Il faut, mademoiselles, mesdames, messieurs, vous dire que la décentralisation sénégalaise attend aujourd'hui, à travers l'acte 3, une loi cadre Macky Sall de la politique de décentralisation. Mademoiselles, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Qui a été tenu en particulier par le professeur Maya Sidiane, qui disait que sans transfert de ressources humaines et financières, il ne peut pas y avoir de décentralisation. Un fonctionnement local et un développement local reposent sur des ressources financières et si possible une assise fiscale forte locale et des ressources humaines formées aptes à prendre en charge les compétences qui leur sont confiées ou transférées. Donc, je suis convaincue, après 3 ans passés ici au Sénégal, que dans l'objectif, qui est celui évidemment des autorités, de développer tout le pays pour le bien des citoyens, la décentralisation est un instrument pour ce développement. Ma première question est la suivante. J'avoue que je suis un peu perdue dans la discussion qui m'a semblé assez théorique sur les communautés rurales, les communes, les régions, les départements. Je ne m'y retrouve plus trop. Ma question est la suivante. Le citoyen sénégalais, que je ne sais pas, Tambacounda, Bakel, Podor, il s'identifie avec quelle entité? Ça me semble être la question fondamentale. La question n'est pas celle à Dakar, qu'est-ce qu'on pense, mais la question est à Tambacounda, le citoyen à Tambacounda, je dis Tambacounda, j'y suis allée. Quelle est l'entité à laquelle il s'identifie et dans laquelle il est prêt à s'investir pour le développement? Je ne sais pas, c'est une question. Ma seconde question, c'est un peu celle qui a été évoquée, c'était celle aussi de l'évaluation de l'acte 1 et 2. Dans cette approche qui a été très théorique, j'aurais été, et c'est ma question, heureuse d'avoir un exemple d'une ville, d'une localité, et qu'on me dise à Thiès, ou à Podor, ou à Kédougou, maintenant, le 8 octobre 2013, quelles sont les compétences qui ont été transférées en acte 1, acte 2? Quels sont les budgets, les finances, les ressources financières qui ont été transférées? Et ensuite, pour l'acte 3, qu'est-ce qui va l'être exactement? Un exemple concret, parce que je n'ai pas entendu parler d'un seul endroit précis. Je vais passer la parole. Remerciement et confiance. Félicitations à tous. Je suis plutôt poète que maître. Poète, c'est l'oralité. Les fêtes leur responsabilité dans cet exercice. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la réforme n'était pas le problème de l'État, mais c'est le problème des populations. Et ces populations, quelles sont
et mandant des élus. Sur la départementalisation. Je voudrais savoir quelles seront les compétences dévolues au département et aux communes, comment les conseillers seront élus. Il n'y a pas de consensus fort à la mise en œuvre de ce qu'on doit faire. Et pour nous, l'acte 3 s'inscrit dans une dynamique d'approfondissement de la décentralisation. Et à ce titre, l'État central doit davantage se désengager au profit du peuple. Dans le cadre de cette réforme, il y a eu la mise en place déjà d'un comité de pilotage, d'un comité national de pilotage composé des différents acteurs qui interviennent dans la décentralisation. Et ce comité de pilotage a à son sein des commissions techniques et des commissions thématiques qui interviennent sur la réflexion portant sur les financements, la cohérence territoriale et la lisibilité des échelles de gouvernance locale. Nous avons, dans un premier volet de la réforme, et c'est ça qu'il faut peut-être comprendre, la réforme est une réforme en deux volets. Le premier volet qui doit être mis en application avant les élections de 2014 va exactement porter sur la communalisation intégrale, l'érection des 45 départements du Sénégal en collectivité locale et le maintien des régions en l'État. La vision du chef de l'État, c'était déjà pour lui de créer en lieu et place des 14 régions existantes, 7 pôles écogéographiques permettant de prendre en charge réellement la territorialisation des politiques publiques et impulser à la base les initiatives locales. Mais vous savez très bien, on est au Sénégal. Il y a un attachement fort à l'identification régionale au point qu'il fallait peut-être laisser le soin aux populations et aux régions de pouvoir s'approprier ce qu'on veut faire sur la base de la contractualisation. Il est évident que l'État du Sénégal va assumer ses responsabilités en mettant en place une politique d'incitation à la contractualisation des régions pour nous permettre d'avoir quand même ces pôles écogéographiques. Mais ce sera sur la base d'une volonté affichée par les acteurs régionaux de se mettre ensemble sur l'impulsion et l'initiative des autorités étatiques. Donc, pourquoi la communalisation? Nous, dans notre programme, déjà, le chef de l'État avait dit qu'il faudrait que le Sénégal s'inscrive dans une logique de lutte contre toute forme d'injustice sociale et politique. Les communautés rurales, quelqu'un l'a dit, ont des compétences extrêmement moindres, avec un personnel peu qualifié, peu compétent, une indépendance ou une autonomie extrêmement limitée. Parce que simplement, même dans le recrutement de leur personnel, les communautés rurales n'ont pas la possibilité de s'adresser directement aux agents ou en tout cas aux personnes qu'ils veulent recruter pour recruter. Donc, ils sont obligés de passer par le ministère pour avoir des habilitations. Ils sont obligés souvent de passer par le ministère pour faire des affectations de crédit, etc. Et donc, pour le chef de l'État, déjà, qui est quand même, il faut le rappeler, un militant de la décentralisation, mais aussi un acteur clé de la décentralisation, parce que jusqu'en 2012, il était maire pendant 10 ans d'une commune qu'on appelle Fatick. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est le premier à partager avec vous les contraintes et les pesanteurs qui, au fond, risquent d'annihiler tous les efforts de décentralisation dont le processus a été enclenché depuis 1960. Et ce point me permet de répondre. Pourquoi l'acte 3? Parce qu'il y a eu un acte 1 en 1972 qui a érigé justement en collectivité locale, c'est ce qu'on appelle les communautés rurales. Il y a eu en 1996 la réforme qui a érigé les régions en collectivité locale. Et donc, c'est normal, après 2, c'est 3. Après 3, ce sera aussi 4. Parce que le processus de décentralisation est un processus qui ne sera jamais achevé. Il y aura toujours des interactions, il y aura toujours des prises en charge, il y aura toujours de nouvelles demandes démocratiques et politiques que les autorités étatiques devront forcément prendre en considération. Et donc, on n'a pas le complexe aujourd'hui de vous dire que nous sommes dans un processus. On ne dit pas qu'on va, avec la réforme, régler
toutes les questions de la décentralisation. On n'a pas, franchement, cette outrecuidance de dire qu'avec la réforme là, tout sera réglé, les collectivités locales fonctionneront normalement et que cette réforme va être finalement le pilier du développement du Sénégal. Mais on considère qu'à travers cette réforme, nous avons posé des bases extrêmement importantes allant dans le sens de la responsabilisation des acteurs locaux, précisément des élus locaux, des bases allant dans le sens de la reconnaissance des élus locaux, parce que justement cette réforme va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle le statut de l'élu local. Mais les réflexions sont en cours. Je ne peux pas vous dessiner, ou en tout cas vous donner les contours de cette réflexion qui est engagée. Parce que nous sommes conscients que seule la décentralisation constitue le vecteur d'un développement durable au Sénégal. Et le chef de l'État, qui en est tellement convaincu, m'a dit un jour, moi je préfère transférer le maximum de compétences aux collectivités locales, parce que par ce transfert, les acteurs locaux vont se prendre en charge. Moi, en tant que chef de l'État, je vais m'inscrire dans une logique de décentralisation du budget consolidé d'investissement. C'est-à-dire que, après toutes ces réformes, le mécanisme de financement va être pris en charge et les collectivités locales passeront de plus en plus vers une autonomie financière consolidée. Mais il faut quand même dire une chose, on ne peut pas, en tant qu'État, déléguer nos pouvoirs, parce que quand même, il faut simplement le dire, les pouvoirs qui ont été transférés aux collectivités locales appartiennent au premier chef, au président de la République qui a été élu au suffrage universel. C'est à lui que revient toute la politique et toute la cohésion sociale qui doit instaurer au Sénégal. Et donc, il faut bien comprendre qu'en transférant ces pouvoirs, tenant compte des maigres moyens de l'État du Sénégal, parce qu'on n'est pas ailleurs qu'au Sénégal. On a un budget de 2500 milliards à peu près. Le budget de 2500 milliards du Sénégal est constitué à 70% d'un budget de fonctionnement. Avec 30%, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais c'est une exigence démocratique. On ne peut pas dire, vous ne pouvez pas faire la décentralisation, parce que tout le monde sait que c'est un processus irréversible. Mais on est obligé d'apporter des améliorations en continu dans le cadre de ce processus qui est déjà déclenché. Donc, il faut tenir compte de nos réalités financières. On ne peut pas transférer ce qu'on n'a pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, je pense que les acteurs locaux, précisément les élus locaux, devront faire l'effort sur eux-mêmes d'être quand même innovants, d'être beaucoup plus ouverts sur les mécanismes de coopération décentralisée, être beaucoup plus ouverts sur la participation des citoyens. Parce qu'en réalité, l'un des facteurs qui constitue la vraie menace de la décentralisation, c'est l'implication des populations. Il faut le dire, moi en tant qu'élu local, je ne sens pas les populations. Moi je suis élu local à la base. Je ne sens pas les populations, ni dans la consolidation ou la formulation des budgets, ni dans l'exécution du budget, ni dans leur participation citoyenne à la consolidation des budgets qui ont été dégagés. Qu'est-ce que vous voulez? Les communes vivent à travers des fonds d'équipement des collectivités locales, les fonds de dotation et des fonds de concours. En dehors de ça, le taux de recouvrement de la fiscalité propre aux communes est extrêmement faible. Aucune politique à ce niveau n'a été engagée par les acteurs locaux, les élus locaux, pour pouvoir compenser. C'est trop facile. Nous avons des mécanismes qui n'ont pas été encore mis en, éprouvés par les élus locaux. Et ils le savent. Donc je pense que aussi, la balle n'est pas simplement dans le cadre de l'État. Le développement, c'est les acteurs, y compris l'État. Ce n'est pas exclusivement l'affaire de l'État du Sénégal. Donc je pense que vous avez des moyens politiques et juridiques qui ont été mis à votre disposition, mais malheureusement, dans la mise en œuvre de ces moyens, le taux de satisfaction est extrêmement faible. Ça, il faut le reconnaître. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est vous. Parce que simplement, il faut quand même rompre avec cette approche électoraliste, je devrais dire clientéliste, de gestion des collectivités locales. Ils ont peur de recouvrer. Pourquoi? Ils ont peur de recouvrer les taxes municipales. Parce que simplement, les personnes qui doivent payer ces taxes municipales sont suffisamment fortes, suffisamment légitimées par la population à la base, de telle sorte que le maire a des approches extrêmement hésitantes dans le recouvrement. Je pense qu'il y a un esprit qui a été dégagé, il y a un esprit qui veut être consolidé, mais quand même il y a des actions qui doivent être engagées, non pas par l'État, mais par les élus locaux.
Sur le transfert des compétences, j'en ai parlé. On a transféré les compétences. Il y a 9 compétences qui ont été transférées. Les techniciens vont vous faire la liste. C'est vrai, nous sommes les premiers à être conscients qu'effectivement, les montants ne correspondent pas à la mesure des compétences qui ont été transférées. Ça, il faut le reconnaître. Mais des efforts seront faits. Le président de la République a déjà agité l'idée de prendre 15% de la TVA nationale qui devrait être affectée aux collectivités locales. Je pense que ça aussi, c'est des innovations. Alors, Madame l'ambassadrice de Suisse a posé la question sur on s'identifie à travers quelle collectivité locale? Moi, personnellement, je vous donnerai une réponse personnelle. Moi, je m'identifie à mon département. Je n'ai jamais dit que je suis de Thiès. Nulle part. Pourtant, j'ai fréquemment dit que je suis du département de Mbour. Mais c'est pour cette raison, justement, compte tenu du principe de proximité, et que le président de la République a pensé qu'effectivement, le département aurait pu être, et sera, après la réforme, le point de cristallisation de l'identité des citoyens qui vivent sur le même territoire. Et les répartitions de compétences seront effectuées en tenant compte justement de ce rôle que le département, en tant que nouvelle collectivité locale, va exercer. Sur le reste, compte tenu de la contrainte de temps, je suis obligé de m'en limiter à ces propos, étant entendu que mes collaborateurs qui sont là vont prendre le relais pour apporter le maximum de réponses aux questions qui ont été soulevées ça et là, et sur lesquelles malheureusement je n'ai pas tout noté. J'ai entendu beaucoup de choses, et de très belles choses, de très bons arguments. Je retourne évidemment extrêmement déjà enrichi de tous les échanges et de toutes les questions qui ont été agitées ça et là et qui nous permettent d'avancer. On n'a pas peur de la critique, nous n'avons pas peur de la réflexion, nous voulons partager. Ce qu'il faut, c'est éviter simplement que le scientisme tue la science. Il ne faudrait pas que cette réforme soit la réforme des experts, je pense que quelqu'un l'a dit, il faudrait que la réforme soit la réforme de tous les acteurs locaux, y compris les partenaires techniques et financiers. Parce que c'est de cela dépend le destin démocratique du Sénégal. Je m'empêche et je m'interdis de prendre cette réforme comme un outil de règlement d'une solution localisée. Il ne faudrait pas qu'on comprenne la décentralisation et l'acte 3 comme une mesure politique destinée à gérer une crise. L'acte 3 de la décentralisation est au-delà de ces espérances. C'est une demande sociale, c'est une exigence démocratique. Et pour nous, on considère qu'effectivement, à partir de ce levier, c'est un vecteur de développement durable. Donc il ne faudrait pas qu'on personnalise les questions autour de Casamance, autour de Diourbel, autour de, etc., etc. Ce serait très réducteur pour la réforme. On veut que tous les acteurs locaux, dans un espace déterminé, puissent s'approprier et impulser des initiatives sous l'encadrement de l'État du Sénégal. C'est ça qui est le plus important. Le reste, très franchement, est une forme d'appropriation particulière, je veux dire parcellaire, de cette réforme que moi-même je m'interdis d'engager en tant que fils du Sénégal, en tant que citoyen, en tant que républicain. C'est sur ces propos que je voudrais vous demander la permission de partir, étant entendu que nous resterons extrêmement attentifs aux conclusions des travaux qui découleront de cette réforme, surtout de cette brillante sortie du grand professeur Mayacine Diagne, qui par ses éclats permettent au Comité national de pilotage de rayonner. Je vous remercie de votre attention. Donc c'est un peu ça le premier volet de l'acte 3 de la décentralisation. Le deuxième volet, parce qu'il y a deux commissions qui sont en train de se réunir et que les réunions se poursuivent, les travaux se poursuivent sur la cohérence territoriale, parce qu'on sait que quand même nos communautés, les collectivités locales ont été dessinées sur des bases qui sont quand même un peu contestables, au vu des nombreuses demandes qui sont formulées par différents chefs de village, différents chefs de quartier, demandant à être soit rattachés à une commune, soit détachés à l'autre. Pour vous dire donc que ça, c'est une réalité que l'État du Sénégal devrait prendre en charge. Le troisième aspect, c'est le financement. Effectivement, il y a une déconnexion entre ce qui est transféré en termes de compétences et ce qui est transféré en matière financière pour permettre aux collectivités locales de jouer le rôle qui s'y est dans la production dans la production et dans l'encadrement des populations, dans la recherche normale de bien-être. À ce sujet, également, la commission financement est en train de se réfléchir. Les travaux n'ont pas encore été bouclés, mais il est évident que le chef de l'État, qui est un militant de la décentralisation,
qui a déjà proposé un certain pourcentage dans le budget consolidé de la TVA, qui a proposé également la décentralisation du BCI, est totalement en phase avec tout ce qui peut être proposé comme mode de financement innovant permettant aux collectivités locales de s'émanciper réellement. Il faut quand même aussi dire à ce sujet que les élus locaux de manière générale n'ont pas quand même été assez ingénieux pour mettre à leur profit les taxes fiscales et la fiscalité qui est du propre des collectivités locales. Souvent pour des raisons qui sont dictées par le fait qu'ils ne veulent pas assumer pleinement leurs responsabilités en termes de recouvrement de la fiscalité locale. Et ça aussi c'est un problème. Il ne faudrait pas s'attendre de tout de l'État du Sénégal, qui est un État avec un budget qui est ce qu'il est, qui est un État avec une demande sociale très forte, qui est un État avec des lourdeurs de fonctionnement du budget qui ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes. L'État du Sénégal est un acteur du développement, les partenaires techniques et financiers en sont, les collectivités locales sont également des acteurs de développement. Et à ce niveau, je lance un appel aux maires, aux présidents de région, de pouvoir quand même s'engager réellement dans l'implication des citoyens, parce qu'il a été prouvé que là où les citoyens ont été impliqués dans la formulation des budgets, les recouvrements ont été à des taux extrêmement satisfaisants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voie salutaire pour le développement et l'émancipation des collectivités locales est dans l'implication citoyenne, un aspect majeur de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. On a entendu, Monsieur le ministre, on a entendu les aspirations des collectivités locales. Est-ce que l'acte 3 de la décentralisation va s'en charger? Mais justement, c'est dans la réforme qui est engagée, l'un des points les plus essentiels de la démocratie et de la gouvernance locale, c'est la participation citoyenne. C'est-à-dire que dans la formulation du budget, les populations seront consultées. Dans l'exécution ou après l'exécution du budget, les populations seront consultées. Je ne veux pas aller dans la réflexion sur les réformes, parce que la réflexion se poursuit, même si par ailleurs on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais il faut dire que je pense, et c'est une conviction forte, que l'implication des populations est un vecteur qui permet quand même aux collectivités locales, ou en tout cas aux élus locaux, d'avoir des interlocuteurs crédibles, capables de jouer le rôle qu'il faut dans l'émancipation et le développement des collectivités locales. Je n'ai pas entendu. Vous avez peut-être un calendrier qui n'est pas le mien, mais je pense même qu'avant mi-octobre, tout sera fait. Parce que la dernière réunion du comité national de pilotage, normalement, devrait se tenir entre jeudi ou vendredi, si tout va bien. Et à partir de cette date, les livrables seront disponibles au niveau du chef de l'État, qui est quand même... Je pense que dans son premier volet, le temps nous sera permis effectivement de faire ce qu'il faut faire, même si par ailleurs, il faut écarter définitivement la possibilité quand même d'un report des élections, ne serait-ce que pour 1 ou 2 mois, le temps d'implémenter la réforme. Vous avez des assurances pour la date, même si par ailleurs, dans le premier semestre de 2014, même si par ailleurs il y aura quand même, parce que normalement les élections devraient se tenir en mars 2014, il est évident qu'aujourd'hui, compte tenu des impacts de la réforme, il nous faut quand même envisager la prorogation au moins de 2 à 3 mois. Il y a des capitalisations. Je sais aujourd'hui que l'UNICEF, en relation avec EED et avec d'autres acteurs, capitalise sur le point d'ancrage de ce BP-là par rapport au budget classique. Donc ce n'est pas facile d'aller directement vers la formalisation, parce qu'il y a des préalables qu'il faut régler nécessairement, parce que c'est venu de manière escamotée. Un budget, c'est des investissements, mais aussi c'est du fonctionnement. C'est des dépenses, mais aussi c'est des ressources financières à avoir. Il y a aussi que, les espaces de développement partagé, c'est des modalités. Il y a des mécanismes et des modalités de mise en œuvre de l'action locale. Dès que la loi annonce qu'il y a l'intercommunalité qui est possible, toutes les formes d'intercommunalité sont possibles. Il s'agit juste d'en avoir la volonté et de créer le mécanisme. Les espaces de développement partagé autour des marchés, autour des villes minières, autour des parcs, ça existe. Si les villes et les communes qui sont autour de forêt ou de parcs veulent le faire, ils le font. Parce qu'il y a l'intercommunalité qui est déjà acceptée. Je pense que là, c'est des modalités. Enfin, je dirais que oui, il y a beaucoup d'évaluations. Il y a eu beaucoup d'évaluations. Évaluation d'abord par
les assises, évaluation par ONU Habitat en relation avec ENDA ECOPO, évaluation par le comité technique même le comité technique, les commissions thématiques ont travaillé sur des évaluations sectorielles de chaque secteur de la décentralisation pour faire des propositions. Il y a effectivement des évaluations et des rapports d'évaluation qui sont déposés. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut juste aller retrouver la documentation. C'est un problème de communication et de mise à disposition de la communication. Par rapport maintenant à cette élection, la question piège et très vicieuse qui a été posée entre les élections au niveau départemental pour Dakar et Guédiawaye, oui, ça c'est des propositions que M. Diouf vous a fait. Il ne faut pas que les gens considèrent que c'est ça qui est décidé. C'est une proposition, effectivement, qui tient la route pour ne pas superposer les deux. Mais je sais qu'il y a d'autres structures qui ont proposé de supprimer la ville et de considérer des communes pour garder le département, dans Dakar et dans Guédiawaye. Donc, il faut que l'information soit comprise dans le sens de répondre à une question qui a été posée, mais que ce n'est pas une position officielle que le ministère donne au sein de cet atelier. Je vous remercie. Merci, oui, 5 minutes. Alors, quelle est la pertinence de la commune? Est-ce que la communalisation intégrale va supprimer les villages ou pas? Alors, actuellement, je suis en train de travailler dans 4 communes en Côte d'Ivoire. La commune de Bouaké, la commune de San Pedro, la commune de Divo et la commune de Daloa. Et dans ces communes, je vois qu'il y a à la fois l'agglomération et les villages. La commune de Bouaké est composée de l'agglomération de Bouaké et de 7 villages. Alors, ça a coïncidé avec cette période d'approfondissement de l'acte 3 et j'en ai profité pour demander aux Ivoiriens comment tout cela était construit. Alors, je me suis rendu compte que d'abord, sur le plan territorial, il y a une masse critique qui permet de soutenir un certain nombre d'équipements. Je me suis rendu compte que les villages, en termes de relations ville-campagne, qu'il existait une très bonne articulation, parce que tous les villages étaient bien connectés sur la ville, et permettait bien sûr à ces villages de produire et de venir vendre en ville. J'avais remarqué aussi que sur le plan foncier, à chaque fois qu'il y avait un problème d'extension de l'agglomération, les acteurs se mettent autour de la table, je parle du maire et des acteurs villageois, pour essayer de régler ce problème. La ville ne peut pas s'étendre tant que ce problème n'est pas réglé au niveau de l'ensemble des acteurs. Autre chose, vous créez le département, vous créez la commune, vous créez la commune d'arrondissement, vous créez la commune, il n'y a plus de commune d'arrondissement, il n'y a que commune maintenant. Vous créez la région, vous créez tous ces échelons, ça fait 600 collectivités locales. Comment ça va fonctionner sur le plan du personnel? Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les collectivités locales, vous trouvez un ASCOM, un secrétaire communautaire, etc., etc. Le personnel, on a à peu près 6000 agents au niveau du personnel des collectivités locales au Sénégal. Pour 600 collectivités locales, c'est pas bon. Il faut aller au moins vers 30 000, 40 000, 50 000 agents qui vont être, qui vont faire partie du personnel des collectivités locales. Je le dis dans le livre. C'est possible. Parce qu'il faut aller, vous allez me dire qu'on n'a pas une masse salariale. C'est possible, cette masse salariale. Vous prenez 0,5% de chaque budget des 600 collectivités locales. Vous prenez une participation des bailleurs de fonds. Vous prenez, il y a encore un autre pourcentage, vous prenez un pourcentage
du fonds de dotation de la décentralisation. Mais vous avez la masse salariale du personnel des collectivités locales. Simplement créer une nouvelle catégorie de collectivités locales. Il n'y a que ça. Mais le régime juridique de la commune était le même que la commune rurale qu'on venait de créer. Donc, le point de départ me pose problème. L'autre chose qui me pose problème, c'est quoi? C'est qu'on semble ignorer l'importance de la réforme de 1990. Je ne vois nulle part l'importance de la réforme de 1990. Les lois du 8 octobre qui ont permis de supprimer le statut spécial, qui ont permis de donner en réalité à la communauté rurale la pleine gestion. Parce qu'encore une fois, avant 1990, qu'est-ce qu'on avait dans les communes chefs-lieux de région? On avait un administrateur de la commune qui en réalité administrait la commune. Dans les grandes communes, dans les communes chefs-lieux de région, on était prudent, on semblait très prudent, on ne voulait pas, on n'avait pas confiance pour que la population, avec un maire élu, administre la commune. Donc il y avait un administrateur de la commune, un fonctionnaire de la hiérarchie A qui était là. Dans les communautés rurales, qu'est-ce qu'on avait? On avait le sous-préfet qui gérait le budget. Il n'y avait pas de président de conseil rural avec toutes les fonctions aujourd'hui. C'est en 1990 qu'on a dit il faut aller vers un approfondissement de la décentralisation. On a supprimé le statut spécial. Donc ces lois-là sont des lois importantes. Pour moi, on ne peut pas retracer la peau de la décentralisation en ignorant ces lois-là. C'est les lois de 1990, les lois du 8 octobre, 1990, 35 et 37. Donc c'est fondamental. Ensuite, j'ai dit, quel est le problème de la décentralisation jusqu'à présent? Moi, j'ai toujours dit, et je le maintiens, le Sénégal est l'un des pays où la décentralisation est très, très poussée. Je ne parle pas d'acte 3, jusqu'à présent. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était que, sur le plan institutionnel, il était difficile de faire mieux que le Sénégal. Sur le plan institutionnel, on avait un État, à peu près 196 km², mais plus de 500 collectivités locales, pratiquement la tutelle supprimée, allégée considérablement avec maintenant le contrôle a posteriori, avec quoi? Avec également des domaines de compétences qui ont été transférés. Mais vous voyez, ça c'était un approfondissement de la décentralisation, mais il y avait un problème. Le problème c'était quoi? C'était un triple déficit au niveau des collectivités locales. Déficit infrastructurel, déficit en ressources humaines, déficit en moyens financiers. Parce que tout le monde sait que ce qui a été imaginé, ce qui a été fait en 1996 n'a pas été appliqué. C'est la loi qui prévoit qu'à chaque transfert de compétences doit correspondre à un transfert de moyens. C'est la loi. Et on a évalué ce qui normalement devait constituer le fonds de dotation, ce qui a été évalué et ce qui a été finalement fait. Mais il y a un fossé extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est dans la salle et qui a fait un travail sur ça, qui va être vulgarisé. Des études sont là avant 1992. Aujourd'hui, on dit que le fonds de dotation va tourner autour de 18 milliards. Il faut prendre 18 milliards par rapport au budget du Sénégal. Quand on fait l'évaluation, c'est en respectant, je répète encore une fois, c'est la loi qui prévoit qu'à chaque transfert de compétences doit correspondre au transfert de moyens. Si on respecte cette loi, aujourd'hui, le fonds de dotation doit tourner autour de 80 milliards. Et c'est 18 milliards. De 1996 à aujourd'hui, on est passé d'un fonds de dotation d'à peu près 4 milliards et quelques à 18 milliards. Simplement. Regardez maintenant la progression du budget. Donc le problème, je suis entièrement d'accord avec Mayassi, le problème de la décentralisation au Sénégal, c'était simplement un problème financier qu'il fallait également régler. Et à charge maintenant de passer plus tard, mais quand on évalue, on se rend compte qu'il y a ce problème-là, il faut par la suite essayer de corriger ce problème-là avant d'avancer. Mais ce problème n'est pas réglé. Est-ce que quelqu'un ici est en mesure de nous dire que le coût véritable des compétences transférées, est-ce que ce coût-là va être évalué sérieusement? Est-ce qu'on va quitter ces 18 milliards simplement parce que c'est acte 3 pour au moins nous approcher de ce que prévoit la loi? Donc ça c'est des questions qu'on devrait se poser au lieu simplement d'aller. Moi ça me gêne, moi je le dis toujours, ça me gêne que comme ça, qu'on se lève, on parle d'acte 3, parce qu'en France, comme par hasard, on parle d'acte 3. C'est ça. Ça me gêne, moi. Ça me gêne. Jusqu'à présent, on parlait d'étapes de la décentralisation. En partant, encore une fois, de la période coloniale jusqu'en pratiquement 1960, où il y avait cette stratification au niveau des communes. 1960, on harmonise. 67, il y a le code de l'administration communale. Pratiquement de 60 à 90, c'était un apprentissage de la décentralisation. Avec une prudence extrême. L'État voulait décentraliser, mais l'État était prudent. C'est en 90 que l'État a semblé dire, bon, maintenant j'ai un peu confiance, je vais essayer d'approfondir un peu. Et en 96, l'État a fait le grand saut, en transférant, en allégeant la tutelle, etc.
Donc moi je crois qu'il faut essayer de réfléchir par rapport à ça, au lieu d'aller vers... Je n'ai rien contre la communalisation intégrale, mais j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on tient compte des implications, par exemple en matière de gestion foncière? Aujourd'hui, au Mali, on n'aurait pas ce problème parce qu'on distingue commune rurale, commune urbaine. Au Bénin, peut-être pas de problème. En tout cas, dans les pays où on dit il n'y aurait pas de problème. Mais au Sénégal, on a dit qu'il n'y aura pas de distinction. Commune urbaine, commune rurale. La loi 64-46 sur le domaine national prévoit que c'est les communautés rurales qui administrent les terres dans la zone des terroirs. Comment est-ce qu'on va régler ça? Comment est-ce qu'on va régler ça? Hein? Oui, je vous dis simplement, il faut simplement partir du fait que il y aura d'autres lois qu'il faut modifier. Donc, je vous disais tout à l'heure que, au début, j'avais peur qu'on ait à modérer le modérateur. Je m'arrête là. Je donne la parole. Intéressant. J'aimerais tout d'abord remercier nos experts de leur présentation, remercier le modérateur, naturellement, qui, malgré sa fougue, a pu tenir les temps impartis. Remercier le Forum civil d'avoir organisé cet événement et surtout vous remercier, vous, de tous les commentaires qui ont été faits. On voit que les questions de décentralisation sont non seulement des questions, sont des questions théoriques, mais également sont des questions très pragmatiques. On a parlé de choses essentielles, comme par exemple les ressources financières. Vous savez, le Canada est un pays fédéral, avec divers paliers de gouvernement, et souvent les questions tournent effectivement autour des questions de fiscalité, autour des questions de péréquation et autour des questions de compétences, compétences exclusives ou compétences partagées. Donc, encore merci d'avoir été si nombreux. Je pense que ce débat va continuer. Le gouvernement sénégalais a engagé une réforme importante. Et c'est avec tous les acteurs, et en particulier les acteurs locaux, que cette réforme va aller de l'avant et aussi avec des discussions qui vont se poursuivre. Donc, merci à tous. Ça a été particulièrement intéressant et donc à une prochaine. Et peut-être que M. Mbodj, maintenant, voudrait dire quelques mots pour clôturer. Merci. C'était juste remercier tout le monde, les panélistes, les experts. Notre but était simplement de poser les jalons d'une discussion saine. On n'avait pas cette occasion, ça se faisait dans les couloirs, par presse interposée, par bribes. Je crois que ça va continuer. Je crois que c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais il faut comprendre que c'est une chose d'être dans le pilotage, c'est une autre chose d'accoler au pilotage des espaces de liberté, d'expression comme ça. Je crois que ça nourrit la démarche globalement. Que tout le monde s'exprime, mais que celui qui a commandité la réforme aussi est habilité à prendre ses décisions. Mais qu'on ait pu discuter quand même. Et je félicite tout le monde, le modérateur, Pape Mornier, Amadou Diop, Mayassine, nos partenaires du Canada, avec qui nous travaillons sur ce modèle des panels. On ne le fait pas sur ça, on l'a déjà fait sur d'autres thématiques. Ça reviendra sur le blanchiment, la gouvernance minière, mais ça va continuer. En tout cas, merci encore une fois.